Le système international ou le système mondial et la question de Palestine. J'entends par système mondial l'ensemble des interactions entre États, entre organisations internationales, l'ensemble des relations de coopération ou de compétition, voire d'hostilité, qui forment un tout qu'on appelle le système international. Et chaque partie de ce système international dépend dans une grande mesure de l'état du système global. Et le système global est quelquefois affecté par des situations locales ou régionales particulières. C'est un système largement intégré depuis à peu près le XVe siècle, mais beaucoup plus aujourd'hui avec la facilité de déplacement et avec la révolution technologique qui permet de vivre en temps réel ce qui se passe partout dans le monde. La question de Palestine est quelque chose qui dure depuis pratiquement un siècle et demi, qui n'a pas encore trouvé de solution, qui a été affecté par le système global, mais qui l'a également affecté. Et en réalité, ceux qui étudient le système global, et ceux qui l'enseignent, ce qui fut mon cas pendant près de 40 ans, savent très bien qu'il y a beaucoup plus d'analyse de l'effet du système global sur les situations locales, genre quelle est la politique américaine au Moyen-Orient. Ça, c'est l'effet du global sur le local. Que, à l'inverse, l'effet d'une situation locale sur le système global. Et je vais essayer de vous convaincre que le Moyen-Orient en particulier affecte énormément le système global, tout en étant affecté par lui. En réalité, la question de Palestine est une question qui, dès l'origine, est liée à la situation du système global. À la fin du XIXe siècle, des colonies juives s'installent dans une province ottomane. Et on voit déjà un effort diplomatique majeur des dirigeants de la communauté juive, notamment à Londres, auprès du sultan ottoman, pour qu'il légitime cette installation de colonies qui, dans l'ensemble, ont semé le doute, voire l'hostilité au sein de la population autochtone. Et puis, il y a la Première Guerre mondiale. Nous passons de la période ottomane, où il y a déjà un certain nombre de colonies, il y a même une agence qui est chargée de développer ces colonies et d'assurer l'arrivée de gens qui partent notamment d'Europe centrale et orientale vers la Palestine. Commence la période coloniale. Et avant même l'installation des Britanniques en Palestine, ils ont fait des promesses à différents acteurs. Ils ont promis aux Hachémites qui, à l'époque, étaient les rois du Hijaz, de leur accorder l'ensemble de la Syrie dite naturelle, celle qui comprend bien sûr la Syrie telle que vous la connaissez, mais également le Liban, la Palestine et d'autres. Ils ont promis aux Français de partager cette zone qui était encore ottomane en moitié, dans le fameux accord Sykes-Picot. Et ils ont promis aussi à la communauté juive de Londres de les aider à établir un foyer national en Palestine. C'était des promesses, bien entendu, tout à fait contradictoires. Et finalement, certaines promesses ne passeront jamais. Les Hachémites seront chassés par les Français de Damas en 1920 et leur règne à Bagdad, qui dure de 1920 à 1958, s'éteint tout à fait. Il ne reste plus de la famille hachémite que le royaume de Jordanie. Royaume de Jordanie que Churchill, à l'époque ministre des colonies, crée de toutes pièces pour y installer un des 4 fils du roi du Hijaz à l'époque. En ce qui concerne la Palestine, l'hostilité ne cesse de monter.
En réalité, très vite, les Britanniques vont être pris entre une partie de la promesse Balfour de 1917 qui promet aux Juifs un foyer national et un autre paragraphe de cette promesse qui dit qu'aucun acte ne doit être fait au détriment de la population autochtone. Mais bien entendu que l'extension de la colonisation juive se faisait au détriment de la population autochtone. Donc il y avait une contradiction. Est-ce que les Britanniques avaient une ligne? Non. Les Britanniques, le gouvernement britannique entre 1920 et 1947 était souvent très divisé, avec des gens qui étaient penchés plutôt d'un côté et d'autres qui penchaient plutôt de l'autre, avec des commissions d'enquête toutes les 2 ou 3 ans. Et puis il y a eu un moment où les Britanniques ne maîtrisaient plus la situation, puisqu'ils étaient rejetés à la fois par les colons juifs qui s'impatientaient de créer leur État et par la population palestinienne qui leur reprochait d'avoir énormément facilité la colonisation. Surtout que pendant ce temps, la situation en Europe rendait la vie des Juifs européens bien plus compliquée et que ce qui leur arrivait en Europe les poussait à trouver refuge ailleurs, dont la Palestine. En 1947, le pays est divisé en 2 et le mandat britannique se termine. Mais comme vous le savez, cette décision du partage qui est prise à l'ONU, où l'ensemble des gens présents étaient plutôt pas des États, plutôt pro-israéliens, et où les Palestiniens n'avaient pas véritablement d'appui dans l'opinion américaine. La fameuse phrase du président Truman à l'époque, « Moi j'ai des électeurs juifs, je n'ai pas d'électeurs palestiniens, donc comment voulez-vous que je sois d'un côté plutôt que de l'autre ?» Cette décision de partage se fait à un moment où la société palestinienne est tout à fait désorganisée et inscrit la question de Palestine dans le calendrier des Nations Unies qui venait de naître en 1945. Donc là aussi, on voit bien une interaction du local avec le global. Et cette fois-ci, une espèce de légitimation du partage par la plus haute autorité des Nations Unies, à savoir l'Assemblée générale de cette organisation. Sur le terrain, cependant, l'État palestinien ne naît pas. L'État d'Israël naît, il s'étend, il prend beaucoup plus de territoire que ne lui avaient accordé les Nations Unies, et alors que la population palestinienne est partagée en 2, une partie en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et une autre partie dans le territoire de Gaza. Très intéressant, un des tout premiers États à reconnaître l'État d'Israël, c'est l'Union soviétique de l'époque de Staline. Et il y a une position idéologique qui consiste à dire voilà des nouveaux arrivants d'origine européenne qui vont un peu révolutionner le Proche-Orient. Mais très vite, au moment des votes aux Nations Unies sur la guerre de Corée, Staline s'aperçoit que les Israéliens étaient plutôt du côté occidental et lui étaient hostiles. Et tout de suite, ce qu'on va appeler le conflit israélo-arabe pour quelque temps prend les contours de la guerre froide au niveau global. C'est-à-dire, dans l'ensemble, les Occidentaux sont du côté des Israéliens et dans l'ensemble, le bloc soviétique prend fait et cause pour les régimes arabes qui sont plus favorables aux Palestiniens, sinon pour les Palestiniens eux-mêmes. Donc, la division du système global en 2 blocs est reflétée dans la région avec un alignement des uns et des autres sur Moscou ou sur Washington.
Mais cette interaction du global avec le local va se compliquer quelques années plus tard, avec la deuxième guerre israélo-arabe, celle de Suez en 1956. Dans cette guerre, on voit un effet du local sur le global. En réalité, la France, surtout, mais aussi la Grande-Bretagne et Israël, vont faire une campagne militaire après la nationalisation du canal de Suez qui visait le président égyptien de l'époque, Nasser. Militairement, les choses vont bien pour le trio, mais politiquement, à la fois les deux géants de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis, considèrent que c'est une action inconsidérée et dangereuse pour la paix mondiale. Et on voit un alignement inattendu de Moscou et de Washington pour obliger Israël à évacuer le Sinaï qu'il avait occupé et pour dire aux Français et aux Britanniques de quitter la région de Suez, où ils avaient tenté de reprendre le canal de Suez de force. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Moyen-Orient est le théâtre d'une transition dans la distribution de puissance au niveau global, puisqu'à partir de la guerre de Suez, un événement qui est souvent sous-estimé dans son importance par les historiens, à partir de la guerre de Suez, l'influence des vieilles puissances coloniales, notamment la France et la Grande-Bretagne, va s'émousser, voire même s'effriter entièrement au Moyen-Orient pour être remplacée par les deux pôles de la guerre froide, à savoir l'Union soviétique et l'Amérique. Et effectivement, l'influence française se résorbe et l'influence britannique se résorbe aussi au cours des années qui vont suivre la crise de Suez. 11 ans plus tard, il y a la guerre de 1967. Une guerre qui aboutit à ce que l'ensemble de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza soient conquis par l'armée d'Israël aux dépens des armées régulières qui avaient combattu contre cela, notamment la Jordanie, la Syrie et bien entendu l'Égypte. Et 6 ans plus tard, il y aura la guerre de 1973 qui commence avec des avantages pour l'armée égyptienne et syrienne et qui se termine plutôt dans une situation moins favorable à l'armée égyptienne qu'au début de cette guerre. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas cette histoire que vous connaissez sans doute très bien, mais ce qu'on doit observer au niveau de la place du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien sur la scène globale. La première et peut-être la plus importante des conclusions, c'est qu'en 25 ans, entre 1948 et 1973, ça fait exactement 25 ans, il y a eu 4 guerres israélo-arabes, où on voyait d'un côté l'armée d'Israël, l'armée régulière d'Israël, et de l'autre côté des armées régulières arabes, l'égyptienne, la syrienne, la jordanienne, et pour ce qui concerne 1948, la libanaise aussi. Ce sont des armées régulières qui se font la guerre. Généralement, ça se termine à l'avantage d'Israël. Mais le plus important, c'est qu'il était tout à fait légitime, alors, pendant ces 25 ans, entre 1948 et 1973, de parler d'un conflit israélo-arabe, puisque les acteurs principaux du conflit, c'était l'armée régulière israélienne et 3 ou 4 armées régulières arabes. Mais 1973 sera la dernière guerre israélo-arabe, en ce sens qu'à partir de 1973, il n'y aura plus aucune guerre entre l'armée régulière d'Israël et des armées régulières arabes. Or, 1973, c'est il y a 51 ans.
C'est-à-dire pendant 25 ans, vous avez 4 guerres israélo-arabes, et pendant 51 ans, il y a des guerres, mais qui ne sont pas des guerres dites israélo-arabes. Ce sont des guerres sur lesquelles je vais revenir, dont l'actuelle, qui continue d'ensanglanter Gaza et le Liban Sud. Mais il n'y a plus de guerre israélo-arabe. C'est pourquoi on voit là une caractéristique importante sur laquelle je reviendrai à la fin de cet exposé, qui est cette capacité de mutation de ce conflit. Ce conflit qui a commencé comme une espèce de lutte anticoloniale de la population autochtone, à la fois contre les Britanniques, mais également contre les colons juifs, a continué comme un conflit régional mené par des armées régulières, s'arrête en 1973, et beaucoup de gens disent c'est la fin de ce conflit. On verra que ce ne sera pas la fin de ce conflit. Mais on voit que ce conflit a une capacité de mutation, d'adaptation à un système global en changement permanent. Il s'est adapté et a continué sous l'Empire ottoman. Il s'est adapté et a continué, surtout entre 1936 et 1939, dans la grande insurrection palestinienne, sous le règne du régime colonial. Et c'est un conflit qui s'est adapté au demi-siècle de guerre froide que le système global a vécu entre 1945 et 1990. La deuxième caractéristique intéressante, c'est que pendant ces 25 ans de guerre israélo-arabe, on ne voit pas les Palestiniens, on ne les entend pas, ils sont entièrement dans l'ombre du conflit israélo-arabe, c'est-à-dire du conflit entre armées, et du conflit entre les deux blocs. Alors, on les pense marginalisés, peut-être terminés. Or, tout au contraire, dès 1959, naît au Koweït, dans la communauté palestinienne de Koweït, un mouvement qui va s'appeler par la suite Fatah, et qui va sortir son premier communiqué depuis Beyrouth le 1er janvier 1965, qui indique que la relève des armées régulières arabes se fera par un mouvement armé palestinien. Et la troisième caractéristique de cette partie, de cette phase de la guerre froide, du conflit israélo-arabe, c'est-à-dire 48 à 73, c'est qu'il engage les grandes puissances à prendre des risques. Des risques. Lorsque Ariel Sharon, à la tête d'une partie de l'armée israélienne, traverse le canal de Suez d'est en ouest en 1973, il y a une alerte nucléaire de 3 sur 5, c'est-à-dire une des plus élevées, à Moscou et à Washington. Et il y avait déjà eu une alerte nucléaire de ce genre en 1967, à Moscou et à Washington. C'est-à-dire qu'un ordre a été donné par le secrétaire général du Parti communiste soviétique et par le président des États-Unis aux forces nucléaires d'être en alerte numéro 3 sur une échelle de 5. Donc ce conflit n'est plus un conflit local. On n'entend pas les Palestiniens. On voit les Arabes et les Israéliens à travers leurs armées régulières et on voit les deux grandes puissances qui prennent des risques. Pendant toute la guerre froide, entre 1945 et 1990, il y a eu à peu près 12 ou 13 alertes nucléaires de ce genre. Sur Cuba, sur Berlin, une fois sur la Chine, et 4 fois au Moyen-Orient. 4 fois au Moyen-Orient. Donc c'est un conflit qui a une capacité d'attraction pour les grandes puissances et qui les pousse à prendre des risques pour eux-mêmes et des risques pour le système global. Mais en 1973, on n'est pas là. On
voit qu'il y a un mouvement palestinien qui commence à exister. On voit que les armées arabes ont signé sur le Golan en 1974 et avant cela, au fameux kilomètre 101 en Égypte, des accords de désengagement des forces avec la diplomatie, shuttle diplomatie de Henry Kissinger à l'appui. Et on voit quelque chose qui est bizarre, qui est que les Américains font ça tout seuls. C'est-à-dire que les Européens ont été exclus de la région dès la guerre de Suez en 1956, et que, tiens, les Soviétiques ont été également évincés du jeu en 1973, et que les accords de désengagement se font unilatéralement par les Américains. Ça, c'est quelque chose qui continue jusqu'à ce soir, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire une mainmise américaine totale sur toutes sortes de négociations, soit d'un cessez-le-feu. La preuve en a été faite avec le Liban Sud la semaine dernière, soit le cessez-le-feu, soit un désengagement des forces, soit des accords de paix, comme on le verra. Ce qui nous ramène à une date entièrement charnière, qui est l'année 1979. Plusieurs choses arrivent à ce moment-là, qui vont donner à la région quelque chose de nouveau, à ce conflit quelque chose de nouveau. C'est qu'il est précurseur de ce qui arrive ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce qui va arriver dans le monde, regardez bien ce conflit et regardez bien cette région. Qu'est-ce qui arrive en 1979? D'abord, un vote à l'Assemblée générale des Nations unies contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et surprise, alors que la majorité des pays arabes, jusqu'ici, votaient automatiquement du côté soviétique, ce jour-là, la grande majorité d'entre eux, la Syrie exceptée, votera du côté américain. Et on va assister à une coalition occidentalo-arabe pour, à travers les fameux Moudjahidines, pour chasser les soviétiques d'Afghanistan. On est en pleine guerre froide partout dans le monde, mais pas au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on est déjà ailleurs. On a déjà acté la marginalisation de l'Union soviétique. Arrive un deuxième facteur important, les accords de paix entre l'Égypte et Israël. Ce sont des accords qui sont négociés dans la réserve personnelle du président américain à Camp David et qui sont signés également à Washington. La plus grosse armée régulière arabe sort du combat. Le flanc méridional d'Israël est entièrement libéré. Et tout cela se fait en l'absence totale de tout acteur du système global, à l'exception des Américains. Alors que l'Union soviétique est encore à son paroxysme, est encore en train d'intervenir là où vous voulez, en Afrique, au Mozambique, au Nicaragua, en Amérique latine, etc. Au Moyen-Orient, il y a une emprise américaine totale. Et il arrive un troisième facteur en cette année 1979. À part l'alignement des gouvernements arabes sur la position américaine en Afghanistan, et à part la signature à Washington des accords de paix égypto-israéliens, il arrive un troisième facteur très important, c'est la révolution islamique en Iran, qui a lieu en 1979 et qui commence, figurez-vous, par l'extermination du Parti communiste iranien. Extermination totale. Donc, 10 ans avant la chute du mur de Berlin, en 1989, on est en 1979, le Moyen-Orient vit déjà dans l'après-guerre froide. 10 ans avant. 10 ans avant, l'Union soviétique est marginalisée. Les Européens l'avaient été 10 ans plus tôt. Les Soviétiques sont marginalisés
L'Égypte a expulsé les experts soviétiques et a signé son accord avec Israël sous bénédiction américaine. Le régime qui s'installe en Iran dit qu'il n'est ni d'Est ni d'Ouest, comme disait l'ayatollah Khomeini, mais qu'il est neutre. Mais en fait, il commence par exterminer toute opposition séculière pro-soviétique. Et le Moyen-Orient vit déjà une ère que les Européens, les Africains, les Latino-Américains ne connaîtront que 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Le conflit. Qu'est-ce qui est arrivé au conflit? Pendant ce temps, les Palestiniens ont pris leur destin en main. Comme les armées régulières avaient arrêté de combattre en 1973, en 1974, l'OLP est reconnu comme le représentant unique du peuple palestinien. C'était une gageure, parce que le peuple palestinien était déjà brisé en 5 morceaux différents. Une partie était citoyenne de l'État d'Israël, une partie vivait à Gaza, une autre partie en Cisjordanie à Jérusalem-Est, une 4e partie vivait dans les camps de Syrie, de Jordanie et du Liban, et une 5e partie formait la diaspora palestinienne à travers le monde. Mais on pouvait, quoique à des degrés divers, on pouvait très facilement voir que cette reprise en main des Palestiniens de leur propre destin était applaudie dans les 5 morceaux qui étaient sortis de la brisure du peuple palestinien. Mais les Palestiniens voulaient une liberté de mouvement, notamment pour attaquer Israël. Et cette liberté de mouvement devait nécessairement impliquer les pays d'où ils opéraient. Donc ils vont être réprimés. Ils le seront d'une manière brutale en Jordanie en 1970 lors du Septembre Noir. Et ils devront l'année suivante quitter en fait la Jordanie. Et ils le seront une douzaine d'années plus tard au Liban, où ils s'étaient installés. Mais ce ne sont pas tellement les Libanais eux-mêmes qui en prennent l'initiative comme en Jordanie, mais une opération israélienne majeure qui a envahi la moitié du Liban au cours de l'été 1982. De nouveau, il y a des doutes sur l'existence, la résilience, la survie d'une affaire palestinienne. Ils sont mis dans des bateaux, les combattants de l'OLP, et ils sont envoyés vers d'autres destinations, la Tunisie, le Yémen et ailleurs, l'Irak et ailleurs. Et que n'ai-je lu à l'époque? Que l'affaire palestinienne était terminée et qu'en parler était devenu sans aucune pertinence, puisque l'armée d'Israël a réussi à défaire les guérilleros de l'OLP et qu'ils ont été transportés loin des frontières d'Israël, en Tunisie ou au Yémen. On découvre à nouveau que tel un buisson ardent, l'affaire palestinienne va très vite renaître de ses cendres. Et quelques années plus tard, après avoir été expulsés du Liban, les Palestiniens prennent encore plus intimement leur sort entre leurs mains en lançant la première intifada dans les territoires occupés. Une intifada qui engage un très grand nombre de jeunes Palestiniens et qui, comment dirais-je, n'est pas tout à fait dirigée depuis Tunis où M. Arafat était encore en résidence, mais qui certainement soulève l'enthousiasme dans les 5 morceaux du peuple palestinien dont je parlais tout à l'heure. Elle sera réprimée par la force.
elle sera réprimée par la force. Et une fois l'intifada terminée, ou défaite, on annonce encore une fois la fin de l'affaire palestinienne. Et on le dit d'autant plus qu'en 1990, la direction de l'OLP croit devoir prendre une position qui lui sera tout à fait reprochée par la suite, à savoir fait et cause pour Saddam Hussein qui venait d'envahir le Koweït. Arafat a essayé par la suite d'expliquer, de justifier, etc., sans beaucoup de succès. Et là, c'est de nouveau une date charnière, cette année 1990. Parce que d'un côté, il y a l'effondrement de l'Union soviétique, son retrait de l'Europe centrale et orientale, la fin de la guerre froide en réalité, qui est officiellement déclarée en décembre 1989 dans les eaux tempestueuses à côté de Malte. La guerre froide est terminée. Et quelque chose de plus important arrive. C'est que lorsque l'Irak envahit le Koweït le 2 août 1990, le système onusien, pour la première fois de son histoire, fonctionne selon l'esprit de ceux qui l'ont mis en place. Un système de sécurité collective se met en place, certes d'une manière factuelle dirigée par les Américains avec une coalition d'une soixantaine de pays qui ont envoyé des contingents au Koweït, mais avec une espèce de consensus international pour rétablir la souveraineté de cet émirat qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire du Conseil de sécurité. Car tout l'esprit de l'ONU, dès l'origine, tout l'esprit de sa charte, était de remplacer le principe du rapport des forces par le principe de sécurité collective. La sécurité collective veut dire que lorsque dans une organisation, un État se voit attaqué, agressé par un autre, tous les autres États se sentent agressés en même temps et vont à son secours. Et c'est ce qui est arrivé à Koweït. Donc, le système global avait l'air de fonctionner pour la première fois d'une manière tout à fait positive. Et le Moyen-Orient, et en particulier le conflit israélo-palestinien, devait en être bénéficiaire, car le climat global était favorable à une solution. Et c'est pourquoi, dès la fin des combats sur la frontière koweïto-irakienne, les États-Unis et l'Union soviétique, qui n'étaient plus que l'ombre d'elle-même à l'époque, appellent à une conférence internationale pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Cela avait été négocié entre Bush père à l'époque et Mitterrand, dans une île des Caraïbes. Mais cela avait été aussi négocié entre Gorbatchev et Bush père. Et j'étais des optimistes en tant que conseiller du gouvernement libanais qui ont été à ce fameux Palais d'Orient à Madrid assister à l'ouverture de la conférence de la paix dans laquelle j'avoue humblement que je croyais. Vous voyez Bush père là, vous voyez Gorbatchev. Certes, le discours de Gorbatchev était un appel au secours pour lui-même parce qu'il était sur le point d'être renversé par Yeltsin, mais tout de même il était là. Et on voyait une espèce d'architecture ultra compliquée. Ultra compliquée. Ah, parlez bien dans le micro, oui. Ultra compliquée, avec des négociations bilatérales entre Israël et le Liban, Israël et la Jordanie, Israël et la Syrie, et des négociations multilatérales
pour tenter de créer, de refléter ce climat global de sécurité collective sur le dossier de ce conflit. Mais on a découvert une autre caractéristique de ce conflit. C'est que parfois, il est une exception à ce qui se passe dans le monde. Et qu'alors que d'autres conflits sont résolus à l'époque, je peux vous dire clairement, parce que j'y étais personnellement impliqué, que l'accord de Taïf au Liban pour arrêter la guerre civile n'aurait pas été possible sans un système global dans lequel la guerre froide avait disparu. N'aurait pas été possible. C'est le climat global qui a permis, en réalité, à ce que les Américains et les Russes laissent les Libanais s'entendre à la fin de la guerre civile. Mais on a vu que ce conflit n'était pas aussi facile à résoudre qu'on pouvait le penser. Et on devait peut-être regarder en détail ce qui s'est passé à Madrid pour savoir que ce conflit était quelque peu rebelle au climat qui traversait la planète. D'abord, dans le discours du Premier ministre israélien de l'époque et de son porte-parole. Le Premier ministre s'appelait Shamir et le porte-parole s'appelait déjà Bibi Netanyahu, qui ont dit tout haut à Madrid qu'ils n'étaient pas en train d'assister à une conférence et qu'ils sont venus ici la mort dans l'âme, malgré eux, et qu'ils ne cherchent pas la paix et ni rendre des territoires. Leur discours était assez brutal, je dois avouer. Et ils avaient même mis comme condition à leur présence à ce qu'il n'y ait pas de délégation palestinienne. Il a fallu un peu le génie diplomatique du secrétaire d'État de l'époque, Jim Baker, pour inventer à l'époque le principe de la délégation commune jordano-palestinienne, pour que les Palestiniens, mais il fallait que ce soit des Palestiniens de l'intérieur, il fallait des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec l'OLP, et il fallait des Palestiniens qui n'ont jamais été condamnés dans un tribunal israélien, soient là. On en a trouvé quand même. Dr Haïdar Abdel-Shafi, Hanan Ashraoui et d'autres. Très vite, les Jordaniens ont eu l'élégance de laisser les Palestiniens négocier pour eux-mêmes. Mais Madrid n'a pas du tout donné ses promesses. Et c'est pourquoi, lorsque l'année suivante, en 92, en Israël, les élections aboutissent à l'élection de Rabin à la place de Shamir, c'est-à-dire que le Likoud est mis de côté, Rabin envisage quelque chose d'autre que le processus de Madrid. Et c'est ainsi que 3 négociations israélo-palestiniennes ont eu lieu à cette époque en parallèle. Une issue de la conférence de Madrid qui avait lieu à Washington, une qui se faisait en secret en Norvège et qui va donner l'accord d'Oslo, et une troisième, encore plus secrète, qui se faisait entre Rabin et Arafat par 2 individus interposés. Le colonel Mansour du côté Arafat et l'ambassadeur Gazit du côté de Rabin. Tout cela aboutira à l'accord d'Oslo. Et si la conférence de Madrid s'est effritée toute seule, Oslo s'est effrité encore plus rapidement dans l'action. Il avait un grand tort, cet accord d'Oslo, celui de laisser les vraies questions pour la fin, pour 5 ans de rodage. Or, le rodage lui-même posait tellement de problèmes. Et plus important, Rabin a été assassiné. Et non seulement il a été assassiné, mais le parti qui applaudissait son assassin a été ramené au pouvoir en 1996. Je pense qu'une occasion importante, offerte par le système global, a été ruinée par le conflit et notamment par le gouvernement israélien de l'époque. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette opération? C'est que les droits
du peuple palestinien ne peuvent pas être réduits ni à un simple pouvoir de police, ni à une simple aide humanitaire, même généreuse, de l'Union européenne. Il y a des droits politiques qui doivent être reconnus. Sinon quoi? Sinon, on a la deuxième intifada et elle ne va pas tarder à éclater. Elle sera sanglante. Elle sera sanglante, des deux côtés. Et plus rien n'arrive à faire avancer Oslo. Plus rien, il faut beaucoup d'efforts pour que la deuxième intifada s'arrête. Et les Palestiniens restent sans un État, sans une représentation politique convenable. Le micro. Si je vous ai fait ce rappel, c'est parce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer. Et peut-être que le temps est venu pour tirer certaines de ces leçons. D'autant plus que les années qui vont suivre vont être des années extrêmement stériles pour tous ceux qui veulent trouver une solution à ce conflit. En fait, avec le Likoud au pouvoir en Israël, pendant 15 ans de primature de Netanyahou en particulier, il n'y a pas eu une seule réunion d'un processus de paix. Pas une seule. Le processus de paix est mort. Et à nouveau, on nous disait que l'affaire palestinienne était morte. En fait, la stratégie conduite par le gouvernement de M. Netanyahou au cours de ces 15 dernières années est assez claire. D'un côté, interdire à tout prix, et quand je dis à tout prix, souligner cette expression, qu'il y ait un contact entre la Cisjordanie et Gaza, que l'autorité palestinienne soit présente à Gaza, que l'unité de ces deux morceaux du peuple palestinien soit faite. Et pour cela, il favorisera l'emprise de Hamas sur Gaza pendant que l'autorité palestinienne est présente en Cisjordanie, à Ramallah. Ce qui le conduit à laisser passer de l'argent qui va à Hamas, ce qui le conduit à contrôler par les services israéliens avec Hamas, ensemble, quels sont les travailleurs qui peuvent quitter le matin Gaza pour aller travailler en Israël, ce qui indique une certaine intimité. Le deuxième facteur de cette politique, c'est qu'il faut normaliser les relations avec autant de pays arabes et islamiques et africains que cela est possible. Ce qui va conduire certains pays arabes, sous l'impulsion de Washington, notamment de Trump I, à le faire. Et le troisième facteur, c'est l'annexion de la Cisjordanie et la décision de rendre impossible la solution des deux États, qui restait comme une espèce de répétition de perroquet, le discours courant des chefs d'État à travers le monde. La solution à deux États. Une fois seulement, en 2012, Netanyahou a accepté le principe des deux États en disant qu'il doit être démilitarisé, il doit être sous contrôle sécuritaire d'Israël. Et il ne doit pas avoir la vallée du Jourdain, c'est-à-dire il ne pouvait pas exister. Et il a avalé cette expression, il ne l'a jamais répétée par la suite. Mais les trois facteurs sont clairs. Diviser, séparer encore plus fortement Gaza de la Cisjordanie, annexer la Cisjordanie, exproprier les territoires, harceler la population de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, et troisièmement, couvrir cela avec des accords de normalisation avec des États qui accepteraient de le faire pour leurs raisons propres. C'est cela qui a été cassé le 7 octobre 2023.
c'est cette politique qui, pour ceux qui étaient encore restés en contact avec les Palestiniens, savaient que quelque chose devait arriver. Certains pensaient en Cisjordanie, d'autres à Gaza. Mais les Palestiniens avaient de la peine, non seulement de voir toute promesse de résolution de leur cas entièrement éteinte pendant 15 ans, mais avaient encore plus de peine à accepter d'entendre à droite et à gauche, il n'y a plus de cause palestinienne, il n'y a plus d'affaire, elle est morte, cette cause palestinienne. C'est dans une grande brutalité que le 7 octobre a eu lieu. Mais c'était un peu la pierre qu'on jetait dans la mare pour les Palestiniens. C'était l'idée, nous existons et nous voulons reprendre la lutte. C'est pourquoi il est temps peut-être de conclure avec de cet exposé historique. Je répondrai à vos questions si vous voulez plus de détails sur l'actualité, je suis disposé à le faire, mais notre modérateur a eu la gentillesse de rappeler les principaux chiffres et les principales dates de la situation actuelle. La première conclusion que je tirerai, c'est que la question de Palestine ne veut pas mourir. Et que, tel un buisson ardent, elle se rallume à chaque fois qu'on croit qu'elle est entièrement éteinte. Le deuxième, c'est que cette revendication, qui naturellement conduit à ce que le conflit reste vivace, même quand on le pense dormant, a une capacité de mutation dans des registres très différents, qui vont de la guerre civile, comme dans les années 30, qui vont à la lutte anticoloniale, comme dans les années 20, qui vont vers des guerres régionales, comme les 4 guerres que j'ai citées tout à l'heure, qui peut contenir une dimension de terrorisme et de contre-terrorisme. Donc ce conflit est si enraciné, et la revendication palestinienne est si puissante que ce conflit a une capacité de mutation qu'on trouve difficilement dans d'autres conflits. Et je peux vous dire que j'ai eu à en traiter quelques-uns. Le troisième caractéristique de ce conflit dans le système global, c'est que c'est un conflit qui a une énorme charge symbolique. Je sais que le Cachemire a une énorme charge symbolique, d'autres conflits, conflit du Rwanda, etc. Il y a des conflits qui ont des charges symboliques fortes. Mais il est très difficile de trouver un conflit avec une telle charge symbolique qui intéresse non seulement les parties directement engagées dans le conflit, mais beaucoup de gens, y compris vous tous ici, qui avez certainement une opinion sur ce conflit ou un biais pour une des parties au conflit. C'est un conflit national, un conflit sur un territoire. C'est aussi un conflit par d'autres aspects anticoloniaux. C'est aussi un conflit religieux, surtout au cours de sa dernière mutation, lorsque l'Iran a remplacé les pays arabes comme le principal sponsor des mouvements armés palestiniens. Et la quatrième caractéristique, c'est qu'ayant cette charge symbolique qui fait qu'un juif de Brooklyn ou un chrétien de Naples ou un musulman de Kuala Lumpur, etc., sans qu'il est concerné par l'évolution de ce conflit, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a cette charge symbolique, il a une forte attractivité sur les puissances qui veulent s'affirmer dans le système global. C'est pourquoi l'Union soviétique l'a adopté pendant 30 ou 40 ans. C'est pourquoi d'autres pays l'ont adopté. Et c'est pourquoi, lorsque les gouvernements arabes ont lâché l'affaire palestinienne, l'Iran et dans une moindre mesure la Turquie
mais surtout l'Iran, s'est précipité pour prendre leur place. Avec une stratégie nouvelle, qui n'est pas une stratégie de confrontation directe, comme l'ont fait les armées arabes dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais en renforçant, en équipant, en entraînant, en aidant des groupes armés qui vont jouer le rôle de relais à cette implication iranienne dans le conflit israélo-palestinien. Le Hezbollah libanais, bien sûr, le Hachd irakien aussi, le régime syrien aussi, les Houthis du Yémen aussi, et d'autres encore dans quelques autres pays. Cette stratégie, au moins jusqu'à l'assassinat du général Zahedi à Damas il y a quelques mois, avait l'air de marcher. Et puis, il y a eu un jour où les Israéliens ont décidé, au cours de cette guerre de Gaza, de ne plus s'attaquer uniquement au djihad islamique et à Hamas et au Hezbollah, etc., mais de s'attaquer directement à l'Iran, ce qui a fait craindre la possibilité d'un glissement vers une nouvelle guerre régionale, mais différente de celle qu'on avait vue jusqu'ici. Donc il y a une immense attractivité de ce conflit. Si vous voulez être quelqu'un ou quelque chose dans le système global, il faut que vous ayez votre doigt dans ce conflit, parce qu'il a une forte contribution. Et le cinquième et le dernier trait caractéristique de ce conflit, à mes yeux, c'est qu'il est très souvent le précurseur de l'évolution du système global. C'est-à-dire, on voit sur les bords du Jourdain, aujourd'hui, ce qu'on risque de voir ailleurs dans le monde, demain ou après-demain. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, professeur. J'ai déjà pas mal de questions. Je vais commencer comme ça. Et donc, les suivantes, il y aura voilà, le QR code ici et l'application. La première question, elle découle de ce que vous avez dit sur Madrid-Oslo, c'est-à-dire, voilà, après, il y a eu encore Genève, l'initiative de Genève, et puis, désormais, il y a cette idée que les deux États, c'est mort, mais que peut-être un État avec une confédération modèle suisse pourrait résoudre les choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un modèle suisse pour Israël-Palestine ? J'en pense que du bien pour la Suisse et que du mal pour la Palestine. Vous avez entendu... Je crois que c'est un produit trop bon pour être exporté. C'est-à-dire, en réalité, avec un tel niveau d'hostilité, il est très difficile de coexister deux peuples. Bon, vous avez mis quelques siècles pour en arriver là. Est-ce que les Palestiniens doivent attendre le 25e siècle pour pouvoir avoir ce genre de... Ce qui est aujourd'hui rationnel et encore faisable, en dépit de la colonisation, de l'expropriation et du harcèlement de la population, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, parce qu'en Cisjordanie, il y a le plus grand morceau de la population palestinienne. On parle d'à peu près 14 millions. Il y en a 3,2 à peu près en Cisjordanie. Et il n'y a pas d'État palestinien sans la Cisjordanie, il faut être très clair. Donc, en dépit de la colonisation, qui a triplé pratiquement pendant les 20 dernières années, en dépit de la division de la Cisjordanie en morceaux par la construction d'autoroutes dans tous les sens que seuls les Juifs peuvent emprunter, pas la population locale, la solution des deux États reste la moins irrationnelle. Mais je dois avouer que son aspect routinier dans la bouche des dirigeants la rend peu crédible. C'est-à-dire, pendant les 20 dernières années, vous n'avez entendu parler que de cela. J'ai moi-même été l'auteur ou l'enfanteur de l'initiative arabe de paix de 2002 au cours du sommet de Beyrouth, qui a proposé exactement cela. Et vous savez, c'est une rengaine qui a été répétée avec beaucoup de fréquence, mais sans beaucoup de conviction par les dirigeants de ce monde. Donc, qu'on s'essaye à véritablement faire créer les deux États, et on verra que c'est faisable, que du moins c'est le plus faisable la plus faisable des solutions. Merci. Il y a une question qui a été posée, je m'y attendais, c'est celle de la qualification de ce qui se passe à Gaza. Pour vous, est-ce qu'on peut parler d'un génocide ?
Écoutez, sur cette question, un ancien de l'ONU ne peut qu'adopter la ligne de son organisation. La Cour internationale de justice a bien dit qu'il y a un génocide plausible qui se passe à Gaza. Ceux qui ne l'ont pas lu, je suis disposé de sortir le texte de ma poche et de le leur lire. Lorsqu'un juge parle d'un génocide plausible, je crois qu'un observateur qui n'est pas derrière son pupitre peut aller jusqu'à dire qu'il s'agit de bien plus. Et lorsque le procureur de la CPI accuse le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense de crimes de guerre, notamment par l'installation volontaire de la famine, par le déplacement massif de la population, toutes choses qui sont interdites par le droit international humanitaire, on ne peut pas ignorer cela. C'est pourquoi on peut, regardez, ce mot de génocide doit être mis vraiment dans un contexte. Il y a eu un vrai génocide au Rwanda, où probablement 700 à 800 000 personnes ont été tuées, sur une base strictement ethnique. Jamais l'administration américaine de l'époque, qui était démocrate d'ailleurs, celle de Clinton, n'a utilisé le mot génocide. Pourquoi? Parce que le droit américain oblige n'importe quel président qui nomme une situation de génocide d'intervenir militairement pour mettre fin à ce génocide. Donc, comme Clinton ne voulait pas intervenir au Rwanda, il n'a jamais parlé d'un génocide au Rwanda, alors que tout observateur objectif savait que le Rwanda était le théâtre d'un génocide. Par contre, 15 ans plus tard, Bush Junior a tout de suite appelé le Darfour un génocide, alors que les conditions du mot étaient plus controversées, disons, plus discutables. Mais il l'a appelé génocide. C'est pourquoi appeler ou ne pas appeler peut relever de calculs qui sont politiques et juridiques beaucoup plus qu'objectifs. Et cela vaut pour la principale puissance du monde. Moi, je m'en tiens à ce que disent les juges. La Cour internationale de justice a dit que le génocide y était plausible et la CPI a dit pratiquement la même chose. Merci, je crois que c'est clair. Il y a une question qui m'intrigue et du coup je vais la poser parce qu'elle m'intrigue, c'est comment peut-on invalider l'idée de peuple élu dans un débat théologique ou politique? Est-ce que pour vous, je fais de l'exégèse de cette question dont l'auteur ou l'autrice se reconnaîtra, mais cette arrogance israélienne qu'on perçoit parfois de peuple élu, est-ce que c'est une donnée du problème ou est-ce que finalement c'est accessoire? Non, c'est une des raisons de l'arrogance israélienne. Il n'y a pas de doute à cela à mes yeux. Le problème, c'est que si vous vous déclarez vous-même peuple élu, qu'est-ce que vous faites des autres? Les autres ne sont pas élus. Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont obligés de croire ce que vous croyez parce que vous considérez peuple élu? C'est comme la terre promise, vous savez. Il y a à peu près une vingtaine de terres promises dans le monde aujourd'hui, pour différents peuples qui ont décidé que telle partie de la planète était leur terre promise. Les déclarations unilatérales d'élection divine ou de promesses divines ne concernent que ceux qui sont adeptes des religions qui le disent. Ils ne sont pas opposables aux autres. Merci. Plusieurs questions sur le Liban, votre pays d'origine. D'abord sur la probabilité d'une nouvelle guerre là-bas, le cessez-le-feu qui ne cesse d'être violé. Comment est-ce que vous voyez les prochains temps au Liban? Est-ce que vous pensez que les factions libanaises peuvent reprendre une guerre civile? Est-ce que vous pensez qu'Israël peut reprendre une offensive de grande ampleur? Comment vous sentez les choses? Écoutez, il y a eu 3 tentatives de cessez-le-feu. Un en septembre, qui a été arrêté subitement par l'assassinat de Nasrallah, mais qui avait, quelques heures avant son assassinat, accepté que cet accord, qui n'a jamais été exécuté, de septembre 2024, sépare la situation du Liban Sud de Gaza. Et j'en suis personnellement témoin qu'il avait accepté cela.
La deuxième tentative a eu lieu juste avant l'élection américaine, lorsque Harris, en baisse dans les sondages, a tenté de faire quelque chose au Liban Sud pour convaincre les électeurs musulmans et arabes aux États-Unis qu'elle faisait quelque chose de positif pour eux. Et ça n'a abouti à rien. Netanyahou a pratiquement renvoyé le médiateur américain sans presque le recevoir. C'est la troisième tentative. C'est une tentative qui est commune à Biden et à Trump. Et c'est une tentative qui est quelque peu malheureuse. Parce que si vous lisez les 13 paragraphes de ce que je n'appellerai pas accord, qui s'appelle d'ailleurs arrangement, les 13 paragraphes de cet arrangement ne ressemblent à aucun cessez-le-feu que j'ai eu à écrire ou à enseigner dans les 50 années professionnelles de ma vie. Elle semble écrite par un débutant. Par exemple, il y est dit que chacune des deux parties peut se défendre quand elle se sent menacée. Et c'est présent dans l'article 51 de la Charte. C'est un droit qui est reconnu par la Charte des Nations Unies. Sauf qui décide si c'est une action défensive? Est-ce que la soixantaine ou les 70 violations par Israël de l'accord du cessez-le-feu au cours de sa première semaine, s'ils sont désignés comme défensifs par Israël, dois-je accepter cela? Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire une entité de supervision? Alors les très grands optimistes pro-occidentaux disent « Ah, le Liban est mis sous tutelle occidentale, c'est parfait, américano-française, on peut bien s'amuser maintenant. » Oui, mais de l'autre côté, un général américain et un moniteur français, ça ne fait pas la pluie et le beau temps. Et on a déjà une expérience malheureuse, qui est celle de 1982, lorsqu'il y a eu une force multilatérale, française, britannique, américaine et italienne, et elle s'est terminée dans une énorme tragédie, dans une attaque terroriste qui a tué plusieurs dizaines de Français et plusieurs centaines d'Américains. Donc il faut savoir maintenant comment faire évoluer. Ce qui est évident, c'est qu'Israël essaye d'établir des précédents de liberté d'action en dépit de ce texte, qu'Israël garde la liberté d'agir, soi-disant pour sa défense, chaque fois qu'Israël le pense. Ce qui va poser des problèmes, parce que, pour ne prendre que le sud de Litanie, il y a à peu près 35-36 villages entièrement détruits. Mais les autres ne sont pas détruits. Et comme vous avez vu, la population de ces régions, dès le cessez-le-feu, sont revenus dans leur région. Bon, il y a parmi eux beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, mais il y a aussi des jeunes gens. Et des jeunes gens qui peuvent avoir des sentiments pour M. Nasrallah ou pour le Hezbollah. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que leur assassinat par Israël est un acte défensif parce qu'ils rentrent chez eux? Tout cela n'est pas très clair dans ce texte. C'est pourquoi, ou les Américains et les Français, qui ont été désignés comme les garants, sont d'ailleurs largement autodésignés, il faut le dire, puisque tout cela n'est pas passé par le Conseil de sécurité, où ils avaient peur d'un veto russe ou chinois. Donc tout cela s'est fait par autodésignation. Si les puissances autodésignées pour garantir le cessez-le-feu n'agissent pas rapidement pour se doter des moyens de surveiller l'application de cet accord, il peut effectivement petit à petit s'effriter et ne plus exister. Il faut qu'il y ait une action rapide. Je dois avouer que la France a été meilleure élève. C'est-à-dire la France a dit publiquement il y a 3 jours qu'il y a eu 52 violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu pendant les 6 jours qu'ils examinaient. C'est déjà pas mal de déclarer cela, mais il faut aller plus loin et utiliser les leviers dont disposent les États-Unis et la France pour que cet accord soit... Parce qu'il y a la crédibilité de ces deux pays. Aujourd'hui, si le cessez-le-feu chute, si les provocations israéliennes se multiplient et finissent, comme ce fut le cas hier, par pousser le Hezbollah à répondre, eh bien, il ne restera plus rien de cet accord de cessez-le-feu.
Et ce n'est pas la crédibilité d'Israël ni de Hezbollah, et encore moins de l'armée libanaise, qui n'a jamais été bien équipée, qui n'est pas très belliqueuse. Ce sera la crédibilité des Américains et des Français qui sera mise en jeu. Plusieurs questions aussi sur l'intervention occidentale, européenne, internationale. Est-ce que vous espérez qu'à Gaza ou ailleurs, il y a une implication beaucoup plus forte? On a l'impression que les Palestiniens sont aujourd'hui laissés à eux-mêmes face à Israël et que personne n'a vraiment réussi à les soulager. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous voyez la possibilité d'une intervention, je ne sais pas, je ne dis pas militaire, mais une rentrée sur le terrain de puissance extérieure? Je pense que les habitants de Gaza sont les orphelins du XXIe siècle. Qu'ils sont laissés à eux-mêmes, qu'Israël fait d'eux. Il y a un général israélien qui a été d'ailleurs vice-premier ministre, Ayalon, qui a dit hier qu'il y a du nettoyage ethnique dans le nord de Gaza. Ce qui se passe dans le nord de Gaza est horrible, en ce sens qu'on réduit la bande, qui déjà n'est pas énorme. On la réduit en prenant le tiers qui est au nord et en faisant une possibilité de recolonisation. Donc on pousse par tous les moyens violents et pas violents, les famines, etc., la population à quitter. Il y a encore près de 300 000 Palestiniens qui vivent dans cette zone. On les pousse à quitter et à aller vers le sud, où il y aura une densité de population jamais rencontrée ailleurs dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de réaction internationale vaguement proportionnelle à la gravité de ce qui est arrivé à Gaza. Et je pense pour ma part que l'effet sur les Palestiniens est terrible, mais l'effet sur le système international ne l'est pas moins. En ce sens, lorsqu'on dit qu'on ne va pas arrêter quelqu'un que le procureur de la CPI a accusé parce que Israël n'a pas signé l'accord, etc. Moi, je me souviens, les Européens étaient par monts et par vaux en train de rechercher le général Bachir du Soudan, là où il va, pour l'arrêter. Et le Soudan n'a pas signé non plus. Mais plus drôle, qu'est-ce qui est arrivé jeudi et vendredi dernier? Jeudi, le procureur de la CPI accuse Netanyahou, Gallant et Daif d'ailleurs, qui est un des chefs du Hamas, de crimes. Et il y a les états d'âme des Européens que l'on connaît. Est-ce qu'il faut arrêter, il ne faut pas arrêter, etc. Alors que la CPI est un produit européen. Le traité de Rome n'aurait pas passé sans une activité déterminée des Européens pour créer cette CPI. Le lendemain, M. Medvedev, qui est l'alter ego de M. Poutine, fait une déclaration. La CPI, je m'en fiche. On ne l'a pas signée, on ne sait pas ce que c'est. Et il n'y a pas eu une voix européenne pour critiquer M. Medvedev, qui aurait été critiqué fortement s'il n'y avait pas eu la veille cet état d'âme face à l'accusation contre Netanyahou. Donc, se laisser aller sur la population de Gaza, cet orphelinat de cette population, qui ne connaît pas son sort, qui a été déplacée souvent 5, 6 fois, qui vit dans une misère incroyable, où l'aide humanitaire n'arrive pas à parvenir à ceux qui en ont besoin, eh bien, cette situation fait énormément de mal à cette population, mais est en train aussi de miner ce qui a été construit pendant 70 ans comme droit international et droit international humanitaire. Les États-Unis ont utilisé depuis une trentaine d'années 49 fois le droit de veto pour protéger Israël. Qu'est-ce qui va rester du Conseil de sécurité si ça continue? Y compris la semaine dernière. Et qu'est-ce qui va rester de la Cour internationale de justice si l'Assemblée générale des Nations unies lui demande son avis? Est-ce que l'occupation de Cisjordanie et de Gaza est légale ou illégale? Et la CIJ répond, elle est illégale et cette occupation doit s'arrêter d'ici un an.
et que personne n'applique cette règle? Et qu'est-ce qui va rester de la CPI si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est recherché par cette cour, on dit Milosevic, oui, mais Netanyahou, non, non, non. La question suivante est précisément sur ce thème. Si la situation en Palestine, comme vous l'avez dit, est une préfiguration de l'avenir, cela annonce-t-il la fin de l'ordre international actuel basé sur l'ONU et le droit international, notamment avec le refus d'appliquer les mandats d'arrêt? Je ne veux pas. La pire des choses, c'est de s'autoplagier, de raconter les histoires de ces bouquins. Mon dernier livre, j'ai commencé à l'écrire au futur, en disant avec la baisse de la démocratie dans le monde arabe, ou encore dans le monde, où encore une fois la région a été précurseur en ce sens que le printemps arabe a échoué, avec la révolution technologique qui permet l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la guerre, comme on l'a beaucoup vu au Liban notamment, par les Israéliens, mais surtout avec la dérégulation de la force, ce que j'appelle la dérégulation de la force, on assiste à une espèce d'érosion de l'architecture de sécurité collective qu'on s'était construite. Elle était imparfaite, elle n'était pas vraiment globale, elle profitait à certains plus qu'à d'autres, mais elle existait quand même. Et j'ai donné l'exemple du Koweït, j'aurais pu donner quelques autres exemples aussi. Aujourd'hui, on est en train de laisser s'éroder ces éléments positifs, constructifs de l'ordre international et de laisser la logique de la force l'emporter. En Ukraine, certes, et au Moyen-Orient encore plus. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a deux logiques antinomiques. La logique du rapport de force et de l'usage de la force et la logique de la sécurité collective. Le premier est en train de l'emporter et la seconde est en train de disparaître sous nos yeux. Dans tout ça, il y a un dispositif de sanctions qui existe. Vous y croyez? Elles sont appliquées en partie par la Suisse et d'autres États. Vous pensez que c'est efficace? Parfois. Une réponse générale serait hasardeuse. Il y a des sanctions qui font mal. Par exemple, depuis le 11 septembre, c'est-à-dire depuis maintenant 13 ans, on peut dire 23 ans, non, 23 ans, 23 ans. Je suis recalé de la 6e à la 7e. Depuis 23 ans, on peut dire que la lutte financière contre le terrorisme a fait de très grands pas en avant. Et qu'aujourd'hui, le transfert d'argent est devenu compliqué pour les groupes terroristes. Mais il y a d'autres façons de faire. Il y a de se nourrir sur l'animal, il y a le trafic de drogue, etc. Donc, il y a des éléments où les sanctions ont agi. Il n'y a pas de doute qu'elles ont agi en Iran, elles ont agi en Russie, elles ont agi, etc. Mais je n'en ai pas beaucoup vu contre les Israéliens. Je n'en ai pas vu du tout d'ailleurs. Il y a eu 3 colons de Cisjordanie qui ont été sanctionnés par les Américains récemment. Pour que les sanctions soient utiles, efficaces, il faut, qu'elles soient générales, qu'elles ne soient pas... À un moment, vous voyez des petites villes du Midwest américain se réunir, le conseil municipal se réunir et imposer des sanctions contre la Birmanie parce qu'elle maltraitait les Rohingyas. Bon, ça n'a aucun effet. Il faut que ce soit général, que l'ensemble des États qui comptent adoptent ces sanctions et les appliquent. Il faut deuxièmement que ces sanctions soient intelligentes, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas des sanctions qui frappent la population dans l'espoir que la population s'élève contre ses dirigeants. Ça n'a jamais vraiment marché. Il faut qu'elles frappent les dirigeants eux-mêmes. Ensuite, il faut savoir qu'à force d'humilier les puissances de ce qu'on appelle vaguement le Sud global s'est organisé pour fuir les sanctions, notamment occidentales. Aujourd'hui, la Chine achète à peu près 1 million de barils
à l'Iran. Ce que l'Iran ne devrait pas vendre et la Chine ne peut acheter. Mais 1 million de barils jour, c'est beaucoup de pétrole. Et ça fait des recettes importantes. Et les sanctions ne marchent pas. Parce qu'il y a des systèmes de solidarité qui se sont mis en place entre les pays qui sont sous sanctions pour s'entraider. Les Coréens viennent combattre aux côtés des Russes en Ukraine. L'Iran vend des missiles à la Russie. Le pétrole iranien coule dans les stations-service chinoises. Il y a aujourd'hui des limites à l'influence occidentale. Et si cette influence occidentale continue de faire des exceptions, genre à Gaza, non, on ne peut pas imposer de sanctions, non, je ne sais pas quoi, il ne faut pas poursuivre tel, etc. Eh bien, cette influence sur d'autres conflits va baisser, comme l'exemple de Medvedev que je vous donnais tout à l'heure. Le monde entier l'Occident dans son ensemble aurait dit, qu'est-ce que dit M. Medvedev qu'il ne reconnaît pas la CPI? Mais comme c'est arrivé 24 heures après l'affaire de Netanyahou, personne ne l'a critiqué. Donc il y a une usure, une érosion des instruments d'influence occidentaux qui sont précipités par le conflit israélo-palestinien. Une question suivante un peu différente dans son spectre, mais qui, à mon avis, concerne un peu les gens ici. Que pensez-vous, et je pense que vous avez vu ça à Sciences Po Paris aussi, où vous enseignez, que pensez-vous des répressions exercées à l'encontre des étudiants manifestant en faveur de la Palestine dans le cadre universitaire? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Ce que vous voulez. Je pense, parce que j'ai passé l'essentiel de ma vie dans les universités, je pense que l'appel à la police doit être évité par n'importe quel campus universitaire. Que c'est une règle de base, quelle que soit la cause des actions menées à l'intérieur de ces campus. Si en plus, le comportement de ceux qui s'expriment est un comportement qui reste dans les limites de ce qui est acceptable et raisonnable, c'est une raison supplémentaire pour réguler cette protestation à l'intérieur du campus entre les autorités de l'université et les étudiants de cette université. Une des règles essentielles dans ce cas-là est que la négociation se fasse entre les autorités de l'université et les étudiants, et pas d'éléments extérieurs, ni police, ni militants qui viennent les soutenir, mais avec les étudiants de l'université, qu'on ramène la logique de la sacralité du campus universitaire dans la tête des autorités universitaires et des étudiants eux-mêmes. Voilà les règles générales que... Mais sinon, il faut comprendre cette jeune génération. Cette jeune génération est outrée par l'hypocrisie de ses aînés. Est outrée, et à juste raison, par notre hypocrisie, l'hypocrisie de ma génération et de la suivante, qui leur enseigne dans un grand amphi comme celui-là de beaux cours sur le droit international et qui ne condamne pas un génocide plausible comme celui de Gaza. Il faut la comprendre quand on voit qu'on a une espèce de facilité à distinguer entre les amis et les ennemis quand il s'agit d'appliquer la loi. Il y a dans cette jeunesse un rejet de l'hypocrisie qui ne relève pas du wokisme, mais qui relève d'un sentiment d'injustice et de solidarité avec les victimes, qui est admirable. Il y a tellement de questions. Il y en a 110, je n'arrive pas au bout de la page. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas d'intelligence artificielle pour trier. Mais je vais prendre... N'imposons pas une famine à nos auditeurs. Netanyahou s'en occupe à Gaza, oui. On ne doit pas le faire à Lausanne. Il est 19h57, on a encore un petit peu de temps avant la famine, mais
Il y a des questions assez précises, notamment sur sur Trump et sur comment vous voyez sa soi-disant capacité à régler les problèmes rapidement. Le problème du Moyen-Orient. Oui, il a dit pour l'Ukraine en 24 heures, mais je pense qu'il estime qu'il peut aussi faire le Moyen-Orient assez vite. Comment voyez-vous son arrivée et l'influence que ça aura sur le conflit? Écoutez, c'est un être où la seule chose prévisible, c'est son imprévisibilité. Il est capable du pire, il est capable du bon, sinon du meilleur. Ce qui est sûr, c'est que c'est un monsieur qui est à la recherche de l'honorabilité. On le dit très soucieux d'obtenir le prix Nobel de la paix. Ce qui est une honorabilité assez substantielle. Rappelez-vous qu'Obama l'a obtenu avant même de gouverner, ne serait-ce que par... alors lui, il pense pouvoir résoudre beaucoup de conflits. C'est un être transactionnel, donc s'il a une idéologie, c'est l'idée du deal, de la transaction, et une transaction qui accepte d'emblée que l'autre est fondamentalement différent. Quelqu'un qui va en voyage jusqu'à l'extrême Asie pour voir M. Kim Jong-un, qui n'est pas votre copain de classe habituel, qui voyage pour le voir 2 fois et qui essaie de le convaincre. Et lorsque Kim Jong-un lui dit « mettez votre pied en Corée du Nord », il traverse ce petit seuil et met son pied, etc., ce qu'aucun Américain n'a jamais fait, est capable demain d'aller embrasser l'ayatollah. Quelqu'un Kim Jong-un, vous ne savez pas ce que c'est. Je veux dire, vous savez trop. Donc c'est quelqu'un qui peut prendre des mesures téméraires et qui montre à l'heure actuelle quelque chose d'intéressant, qui est une très grande coopération avec l'administration en place. Ce qui n'est pas commun aux États-Unis. C'est-à-dire, les envoyés spéciaux de Biden le consultent et l'informent, et ces envoyés commencent à agir dans les différentes zones en coordination avec l'administration en place. Ce qui veut dire qu'il ne manque pas, en dépit de ces incartades, d'esprit institutionnel quelconque. Cela dit, ses choix pour la région sont désastreux. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'ambassadeur qu'il a accepté de la part d'Israël est un partisan de Kahana, c'est-à-dire de l'extrême droite du sionisme. L'ambassadeur qu'il a nommé est un ancien pasteur chrétien qui n'utilise jamais l'expression Cisjordanie, toujours Judée et Samarie, et qui croit que la Bible a donné cette terre. Donc c'est un pasteur qui prend au pied de la lettre la Bible hébraïque. Le secrétaire d'État est un faucon parmi les faucons Rubio, de même que le conseiller de la sécurité nationale Waltz, de même que cette dame qu'il a envoyée au Conseil de sécurité. Donc il y a dans les nominations une espèce de favoritisme au profit du gouvernement israélien. Il y a, jusqu'à ce qu'un Américain me dise l'autre jour, si tu veux voir quelle est la politique américaine des prochaines années, téléphone à Tel Aviv. C'est tellement engagé, tellement biaisé comme choix que ça désespère certains de ses propres soutiens. Il y a une question, vous parliez d'aller embrasser l'ayatollah, donc Khamenei, le guide suprême en Iran, une question sur le fait qu'il va tôt ou tard passer l'arme à gauche. Et donc, vous pensez qu'un remplacement de ce personnage peut faciliter des choses? Comment vous voyez le rôle de l'Iran en fait dans ce conflit qui est quand même... Écoutez, l'Iran, comme la Turquie d'ailleurs, comme la Turquie, parce que la Turquie était silencieuse sur la question palestinienne pendant 50 ans et a établi des liens diplomatiques avec Israël longtemps avant l'Iran du Shah.
ont compris à un moment qu'il y a ce qu'on appelle un croissant fertile, qui en fait est un croissant fragile, qui est composé de la Syrie, de l'Irak, du Liban et de la Jordanie, et des Palestiniens. Et qu'il y a une compétition pour l'hégémonie sur cette région, puisque les grands messieurs de cette région, les Saddam Hussein, les Hafez Assad, etc., ont disparu, ont laissé des pays divisés derrière eux. Donc la Turquie s'est engagée, elle intervient en Syrie, comme on l'a vu au cours des derniers jours, elle intervient en Irak, elle est intervenue auprès de Hamas, qu'elle a accueilli pendant un certain temps. L'Iran a choisi une autre méthode, qui vise la même région du croissant fragile, qui est d'entraîner, d'armer, de financer des groupes non étatiques qui lui sont fidèles ou qui marchent sur cette ligne. Et je n'ai jamais douté de la fidélité de Nasrallah à l'idée du Velayat Faqih et à l'emprise de M. Khamenei. Même si c'est un acteur libanais, dont je n'en doute pas. Et c'est ainsi que l'Iran s'est quelque peu caché, certains cyniques disent, a manipulé des acteurs qui chacun a joué son rôle. Les Houthis ont attaqué la navigation internationale en mer Rouge. Le Hashd irakien a frappé les positions américaines en Syrie et en Irak. Le Hezbollah a commencé dès le 8 octobre sa guerre de soutien. Et Hamas a connu une espèce de coup d'État au profit de Sinwar il y a 4 ans, qui était plus proche des Iraniens que la direction classique du mouvement de Khalid Mash'al. Et le djihad islamique a toujours été un acteur soutenu par l'Iran. Donc il y avait 6 ou 7 acteurs qui chacun jouait son rôle, à Gaza, au Liban Sud, en Irak, en Syrie, dans la mer Rouge, etc. Sauf qu'il y a eu un moment au printemps où apparemment les Israéliens ont dit « testons l'Iran directement ». C'est le jour où ils ont décidé de tuer le général Kazemi à Damas, au consulat iranien, c'était sur un territoire iranien. Et là, un nouveau chapitre a commencé, qui n'est pas clos. Ce chapitre, c'est la confrontation directe israélo-iranienne qui a été évitée par les deux parties, sauf quelques assassinats israéliens de scientifiques iraniens qui sont bien connus. Aujourd'hui, on a une confrontation directe possible. À 2 reprises, les Iraniens ont frappé directement Israël et à 2 reprises, Israël a frappé massivement les défenses aériennes iraniennes. Il y a au sein de l'administration Trump, en gestation, des acteurs connus, tels M. Rubio, par exemple, qui est secrétaire ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, qui sont favorables à la position de Netanyahou de frapper directement l'Iran, enfin le programme nucléaire iranien. Mais il y a des gens qui sont opposés à cela et veulent tenter une espèce d'écriture d'un nouvel accord qui n'est pas le JCPOA qui avait été négocié par Obama, mais un autre accord qui serait plus contraignant pour les Iraniens avant d'engager la force contre ce régime. Je ne crois pas que l'affaire soit décidée au sein de l'équipe Trump, autant que je sache. Mais il y a certainement des gens qui poussent dans le sens d'une frappe dans les prochaines semaines. Et il y a certainement des gens qui pensent qu'il faut tenter un nouvel accord contraignant avant d'utiliser la force. Question sur la CPI que je trouve là dans la liste. C'est quand même une mesure assez extraordinaire d'avoir émis des mandats d'arrêt contre un Premier ministre, Netanyahou, un général, enfin un ministre de la Défense. Pour vous, c'est l'apogée du pouvoir de la CPI ou c'est possiblement le début de son déclin? Moi, je crois que ce n'est pas la décision mais c'est la coopération des États. Tous les États du monde n'ont pas signé l'accord de Rome. Il y a 120, 124 États qui sont signataires de cet accord. Mais la Syrie, Israël, les États-Unis ne sont pas signataires. Et la Russie, encore moins. La décision elle-même n'est pas surprenante par rapport à la gravité des événements qui ont eu lieu à Gaza.
et qui relève, selon la CIJ, ce que la CPI ne pouvait pas. Attention, la CIJ fait partie du système onusien, la CPI ne fait pas partie du système onusien, mais est fondée sur un traité propre. Et la CPI ne pouvait pas ignorer le fait que la CIJ, la Cour internationale de justice, ait qualifié l'action israélienne de génocide plausible et a souligné plusieurs indices de cela. Donc le procureur ne pouvait pas l'ignorer. Donc il a fait son travail. Maintenant, si les États qui sont à l'origine de la CPI, pas les non-signataires comme la Russie ou les États-Unis, mais les Européens par exemple, se défaussent en disant non, il ne faut pas, Netanyahou est un monsieur gentil, il ne faut pas aller chercher Bachir. Moi j'étais en Libye pendant 3 ans. Je recevais le procureur, pas M. Khan, mais sa prédécesseuse. Je la recevais tous les quelques mois, qui venait me dire, vous avez des nouvelles de M. X, de M. Y, de M. Z. Il y a 3 Libyens qui sont recherchés par le procureur. Je n'ai jamais entendu un Européen dire, non, il ne faut pas, Saïf el-Kadhafi est un gentil monsieur, il ne faut pas... Mais je les ai entendus dire ça de M. Netanyahou. Donc c'est la réaction des auteurs du traité de Rome, positive ou négative, de soutien ou de défaussement par rapport à la décision du procureur, qui signera la résurrection ou le déclin de cet organisme. Vous êtes pessimiste sur l'ensemble de l'organisation? Enfin, il y a plein de questions là-dessus, sur le système international, l'ONU, etc. Vous pensez qu'en fait, on va vers un rechaos qui correspond à avant la création des Nations Unies, ou peut-être la Société des Nations même? Vous savez, quand les conflits qui nous préoccupent le plus aujourd'hui ne sont pas traités par le Conseil de sécurité à cause du veto, vous vous posez des questions définitives. La question d'Ukraine vous intéresse, m'intéresse. Or, le Conseil de sécurité ne peut pas la traiter parce qu'il y a un veto russe inévitable. Sur Israël, c'est pire. 49 vetos par les Américains pour protéger les actions israéliennes. Le dernier, unanimité des 14 membres pour voter oui, aucune abstention. Et un seul État, les États-Unis, qui oppose son veto à la résolution. Le Conseil de sécurité est dans un piètre état, puisque les 2 conflits les plus sanglants à l'heure actuelle, la Turquie et le Moyen-Orient, ne sont pas gérés par l'organisme créé pour les gérer. L'Ukraine et le Moyen-Orient. L'Ukraine et le Moyen-Orient. C'est pourquoi, effectivement, alors, j'entends des voix, il faut réformer le Conseil de sécurité. Mais le réformer comment? La phrase courante, c'est de dire ces 5 ne sont pas représentatifs. Ajoutons l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, que je sais. Plus de veto. Pardon? Plus de veto. Plus de veto. Moi, je crois que c'est un chemin dangereux qui rendra le Conseil encore plus inopérationnel. Moi, je crois qu'un début de réforme réelle a été fait par ce qu'on appelle l'amendement Liechtenstein, c'est-à-dire ce petit État qui est venu avec une idée simple, que si un État oppose son veto en Conseil de sécurité, il doit aller l'expliquer devant l'Assemblée générale. Bon, ce n'est pas suffisant. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une vote dans l'Assemblée générale pour voir si l'Assemblée générale est véritablement d'accord avec le Conseil ou avec ce veto ou non. Ce qui serait bien, c'est que si le vote est négatif, l'État en question retire son veto. Donc on peut pousser plus loin. Ça, c'est une vraie réforme du Conseil de sécurité, et pas en ajoutant de nouveaux vetos, de nouveaux États dotés de ce veto. Sinon, voir mon ancien patron, pour lequel j'ai beaucoup de respect, Antonio Guterres, traité de personne non grata par le gouvernement israélien, m'aurait fait rire s'il ne m'avait pas fait pitié. Très bien, merci. Je crois qu'on me fait signe qu'il faut mettre un terme à notre échange. Merci de votre attention. Désolé d'avoir pas pu prendre les 240 questions qui se sont affichées sur ma tablette. Voilà, je pense que c'était vraiment très intéressant. Vous avez une profondeur
historique. Il y avait des questions qui revenaient sur le mandat britannique et tout ça, mais je me suis dit, on va plutôt traiter l'actualité dans les questions-réponses. Merci à toutes et tous. Merci aussi de votre calme. On m'avait dit, attention, ils sont agités à Lausanne et tout ça. En fait, bon, je suis vaudois aussi, hein, mais non, on m'avait dit, attention. En fait, bravo de votre attention et j'espère que les propos de Hassan Salamé vous ont apporté des lumières sur ce conflit épouvantable et qui dure. Merci.